on est là pour apprendre encore ensemble, pour être plus utile dans le ministère que Dieu nous a confié. Il est important de se faire former ou de se faire recycler de temps en temps pour être toujours en phase avec ce qu'on doit faire. Eh bien, donc, je remercie le bureau de l'école de dimanche qui a voulu que nous présentions ce thème, qui a voulu que les moniteurs soient davantage outillés. Ce que nous voulons faire ce matin, avec la permission du bureau, c'est qu'après la présentation de l'exposé, nous allons faire la pratique. D'accord? Et je pense que c'est Samson 3, non? Et Samson 3 aujourd'hui, non? C'est la leçon sur Samson, première leçon sur Samson. Ok, d'accord. Pour voir si je suis en phase. Ok. D'accord? Donc, j'ai réaménagé un peu le thème et j'ai proposé la présentation d'une leçon de l'école de dimanche selon l'approche andragogique. Alors, quel est le plan que nous allons suivre pour présenter l'exposé? Dans un premier temps, nous allons faire une petite introduction. Ensuite, il y aura une définition que nous allons essayer donc de donner. En deux, nous allons voir la différence entre la pédagogie et l'andragogie. Nous allons voir les principes de l'andragogie. Et il y a beaucoup de principes, mais j'ai pu identifier 7 et qui vont nous aider dans la présentation. Et là, nous allons voir la motivation, l'apprentissage par besoin, l'apprentissage par la pratique. Nous allons voir la résolution des problèmes. Nous allons voir aussi la mémorisation par une atmosphère, dans une atmosphère non scolaire. Non scolaire. Nous allons voir la variété des présentations. Bon, on doit mettre sa présentation là. Et enfin, nous allons voir l'apprentissage par guidance et non jugement. Progression par échange et non par contrôle. Et une conclusion va s'en suivre. Et nous allons passer à la phase pratique. La phase pratique. Et il faut dire que ce que je veux présenter là, tout le monde peut présenter, hein. Tout le monde peut présenter. Vous savez, les choses sont sur Internet. Tout est sur Internet aujourd'hui. Il faut savoir maintenant agencer ce que tu veux, selon tes expériences et selon l'auditoire devant lequel tu te retrouves pour ne pas ennuyer les gens. C'est ça. Et donc, c'est la recherche, la connaissance est à ciel ouvert aujourd'hui. Mais il faut savoir tirer les choses selon le contexte dans lequel on se retrouve. Et donc, je vais rapidement donc dire que l'andragogie est un domaine d'études qui se concentre sur la façon dont les adultes apprennent et développent leurs connaissances, leurs compétences. L'andragogie est développée, cette approche-là est pratiquée pour les adultes.
Ce qui est pratiqué pour les enfants est appelé la pédagogie. L'andra là, je dis adulte. Péda, je dis ça, c'est l'enfant. Vous voyez? Et donc, l'andragogie a été appliquée à de nombreux domaines, tels que la psychologie, l'éducation, les affaires, la santé, on peut participer. Vous voyez? Et donc, nous allons passer rapidement à la définition pour dire que l'andragogie est le tour de l'apprentissage des adultes. C'est une théorie pédagogique qui aide à nourrir et à améliorer l'efficacité de l'enseignement et de l'apprentissage en se concentrant sur ceux qui étaient auparavant considérés comme hors de portée. L'andragogie se concentre sur la façon dont les gens apprennent le mieux et sur ce qui les motive à apprendre. Vous savez, et pour intéresser les adultes, on change donc de l'approche. Et cette approche-là, ce n'est pas que c'est nouveau, c'est ce qui existait, mais seulement que les gens ont essayé d'analyser dans quel contexte, quelle approche on peut utiliser pour mieux enseigner les adultes. L'adulte n'est pas l'enfant, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Dans les différences tout à l'heure, vous allez voir, l'enfant ne peut pas savoir ce qu'il veut, mais l'adulte sait ce qu'il veut. Et ce que vous voulez lui enseigner, il a déjà un peu vécu là-dessus. Il ne faut pas le considérer comme quelqu'un qui ne connaît rien sur le thème. Il connaît quelque chose avant de venir. Et il peut se commander sur son besoin. Il a un besoin. S'il ne sent pas son besoin là, eh bien, le reste là, il va regarder, il sera là, il sera ennuyé. Voyez. Contrairement aux méthodes de formation traditionnelles qui sont basées sur les résultats d'apprentissage, l'andragogie se concentre davantage sur la motivation et la compréhension des besoins des apprenants. C'est comme ce que je viens de dire. Vous voyez, et donc l'andragogie se concentre donc sur la motivation. Qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui motive la personne adulte à vouloir recevoir? Vous voyez, celui qui enseigne même là se demande comment je dois faire pour motiver ceux qui sont en face de moi. Et puis cela se réunit, l'adulte si et si bien. Vous voyez, c'est pas notre famille je dirais même que c'est fait en conjuguant les deux, la pédagogie et l'andragogie. Mais donc c'est en face de chaque groupe qu'on sait comment s'adapter. Je suis en face des adultes, je suis en face des tout petits, je saurai comment donc m'adapter par rapport à cela. Rapidement, nous allons voir quelques différences entre les deux notions-là, la pédagogie et l'andragogie. Et j'ai sélectionné quelques différences. Parce que si on doit faire tout ça, ça serait long, très long pour nous. Mais j'ai choisi simplement 5. Alors, l'andragogie est un processus d'apprentissage et de développement qui se concentre sur l'adulte. Alors que la pédagogie est un programme ou un ensemble de pratiques pour enseigner les enfants. Et la pédagogie, il s'agit d'une approche pédagogique qui met l'accent sur le développement personnel des adultes, leur apprentissage autonome et leur capacité à apprendre les uns des autres. Il faut le savoir que
l'adulte apprend de façon autonome ou en se basant sur les autres. Il est dans un groupe. Et vous savez, quand nous allons aborder les principes, vous allez voir. Et quand on est en face des adultes, il faut savoir qu'il est venu pour apprendre de façon autonome. Et vous allez voir que l'école, même l'université, c'est les deux qui se mélangent, la pédagogie et l'andragogie. Mais après la licence là, vous allez voir quand vous allez en master, c'est l'andragogie qui est appliquée. Le potentiel ne vient plus pour venir exposer une connaissance comme si c'est lui qui connaît tout. Non. Il sait que je suis en face des gens qui ont déjà un background avant de venir. Et donc, je peux leur remettre pour dire, allez vous débrouiller pour vous en sortir. Et il vient, il sait comment s'organiser pour intéresser les adultes. Alors que les apprenants reçoivent le savoir à partir de l'enseignant. Vous voyez, quand on est en face des enfants, eh bien, on les considère comme des enfants. C'est vrai, ils ne sont pas des têtes vides. Mais ils savent qu'ils sont venus pour recevoir de l'enseignant. Vous voyez? Ils savent qu'ils sont là pour recevoir. Et l'enseignant se prépare en conséquence. Alors que tel n'est pas le cas. Et quand vous êtes en face des adultes, eh bien, parfois même ils apportent des réponses que vous n'avez pas. Ou bien, c'est ça. Et donc, il faut les conduire parce que quand vous êtes en face d'eux, il faut qu'on se comporte autrement. Alors, l'andragogie est un type d'apprentissage dirigé par l'enseignant qui se concentre sur les apprenants adultes qui sont autodirigés et autonomes. L'accent est mis sur la manière de les aider à apprendre de manière efficace pour leur futur. Vous voyez, de façon, et dans notre cas ici, regardez comment nous les amenons à apprendre de façon efficace, à acquérir quelque chose pour leur propre vie spirituelle. Pour leur propre vie spirituelle. Et cela est important. Apprendre de manière efficace. Et quand l'efficacité n'est pas là, vous allez bavarder et ils vont se lever. Et il suffit de demander une heure de temps après à quelqu'un, il a tout oublié. Parce que c'était pas fait de façon efficace pour lui. Alors que la pédagogie est conduite par un plus éclairé. C'est-à-dire l'enseignant. Les apprenants ne sont pas autonomes. Mais dans ce cas, l'apprenant n'est pas autonome. Il ne peut pas apprendre de façon autonome. Il faut recevoir. Vous voyez, c'est vrai. Aujourd'hui, l'approche par compétence varie un peu parce que l'enfant est au cœur de l'apprentissage. Aujourd'hui, avant, on utilisait l'approche par objectif. L'enseignant, il vient, il communique le savoir et il rentre. Mais aujourd'hui, à l'école, c'est l'approche par compétence qui se développe. Donc, l'enfant est mis au cœur de l'apprentissage. Mais il n'apprend pas de façon autonome. Vous voyez. L'andragogie, c'est l'art d'enseigner aux adultes, au créer des adultes comme des apprenants compétents. Vous voyez, on traite les adultes comme les apprenants compétents. Si vous avez devant eux, et que vous vous comportez comme si ils n'ont rien, ils sortent et ils vont savoir que celui-là est venu pour nous, c'est un peu pour briguer. Tout à l'heure, nous allons voir
un point qui parle de la prudence. Il est venu pour nous introduire quelque chose. On l'a dit, sans cela, il ne se donne pas. La pédagogie des enfants, quant à elle, vise à apprendre aux enfants comment recevoir l'instruction. Comment recevoir l'instruction. Alors, chacun de ces pratiques a son propre objectif et des lignes directives qui sont directement différentes les unes des autres. L'andragogie a ses règles et c'est un principe que nous allons voir tout à l'heure. Et c'est là, nous allons échanger un peu entre chaque principe. Vous allez me dire comment vous comprenez, comment on peut faire pour y arriver. Oui. D'abord, j'ai essayé d'identifier, il y a plein, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de principes. Et les auteurs sont nombreux. J'ai même moi-même inventé un principe déjà que j'ai changé. Ok. Il y a des principes que j'ai changés en tenant compte de notre contexte. Vous voyez, mais la plupart, ça se trouve sur Internet. Il faut savoir l'utiliser. Alors, la motivation. Les adultes ne s'améliorent que s'ils sont motivés à le faire. Il est important que les adultes trouvent des moyens de se motiver pour atteindre leurs objectifs. Vous allez voir, il y a deux éléments là. Il faut le motiver. Il faut que lui-même trouve des éléments pour se motiver lui-même. Les adultes doivent rester motivés pour faire de leur mieux et éviter de s'ennuyer avec leur travail, avec la leçon que nous devons apprendre. Il est important pour eux de trouver les moyens de se motiver, comme trouver un but, acquérir de nouvelles compétences, se fixer des objectifs à court terme et plus important. Alors, quand nous sommes dans une classe de l'école de dimanche, comment nous pouvons motiver les auditeurs, les adultes? Comment on peut les motiver? Parce que, vous savez, même je prends la classe des jeunes ados, vous devez les considérer comme les adultes. Vous ne pouvez pas appliquer la pédagogie directement avec eux. Parce que sinon, ça serait plus participatif. Tout à l'heure, nous allons venir sur ça. Alors, quand vous êtes en face donc des adultes, comment vous pensez qu'on peut les motiver? Oui. Par contre, on peut motiver les adultes en créant une interaction entre le moniteur et les apprenants qui sont en face de lui. Créer une interaction. En posant des questions aux apprenants qui sont en face. En posant des questions. Quelqu'un d'autre. Comment peut-on motiver les adultes? Les gens de l'auditoire devant lequel nous nous retrouvons. Oui. Est-ce que vous faites? On peut aussi les motiver en donnant des exemples qui vont dans le même domaine. Les donnant des exemples qui vont dans le même domaine. En leur donnant des exemples. Quelque chose à ce que le faire porteur. Par exemple, quand on pose des questions et qu'il répond, après, si on répond plus, on peut par exemple dire, oui, c'est comme le papa l'a dit. Là, prochainement, il va aussi réagir. Il va commencer par, vous voyez, je n'ai pas remonté les réponses. Donc, si c'est ça que les réponses ne vous satisfont pas, ne vous satisfont pas, vous voyez, c'est ça. C'est des éléments de motivation. Quand vous êtes en face des adultes, une adulte qui donne une réponse. Même si c'est faux, là, il ne faut pas dire que c'est faux. Il ne faut pas dire. Parce que quand il dit que non, c'est une nouvelle réponse, il sait que bon, celui-là, il est venu pour
pour nous diriger. Non. Tu peux dire, ah, et quelqu'un est là pour améliorer peut-être cette réponse-là. Vous voyez, quand il vient de dire tout à l'heure, ah, ça, et cette réponse-là, et tu reprends sa réponse. Pour montrer que c'est la bonne réponse. Parce que mais quand tu catégorises comme en classe, de même en classe, quand tu fais ça, les enfants ne vont plus intervenir pour savoir comment le faire. Vous voyez, c'est une façon de motiver. Quand vous êtes par exemple devant les ados, on peut faire des petites motivations. Je me rappelle, Madame Zamba qui avait devant les ados avait des petites choses à leur donner pour les bonnes réponses. Vous voyez, oui. Il y a aussi quand la réponse est vraiment fausse. C'est pas correct ce qu'il a dit. Oui. J'ai vu votre épouse faire ça un jour et ça m'a, j'ai compris ça chez elle. La réponse était vraiment fausse. Elle a dit, je sais que tu connais, tu as oublié, c'est tellement que tu as oublié. Tu as oublié. Vous voyez, j'ai dit, je m'attendais à ce qu'elle dise. Non, ça c'est pas juste, c'est faux. Mais elle a dit, je sais que tu connais, mais tu as oublié. Attends, quand on va dire maintenant, ça va te revenir. C'est ça. Et j'ai vu que vraiment, ça va être sorti, quoi. C'est une manière de motiver aussi. Tout à fait, merci. Vous voyez, c'est ça. Alors, si tu dis, ah non, bon, cette réponse bon, c'est faux. Non, c'est pas juste, hein. Et qui peut donner une réponse juste là? Ah! Quand tu as posé la question prochainement, personne ne va lever le doigt. On est toujours humilié la juge. Vous voyez? Et la motivation aussi vient à partir de l'objectif. Et là où on met l'objectif de la leçon, vérité biblique, c'est très important. Parfois, nous présentons ça, bon, on s'attarde. Pourquoi la personne, on veut lui présenter cette leçon? Qu'est-ce qu'il veut gagner dans ce qu'on veut lui présenter? Et l'objectif présente clairement. La vérité de lui qui ressort, c'est présenté clairement. Et souvent, nous passons très rapidement là-dessus. Les éléments importants. À partir de là, déjà, l'attention de la personne est captée. Il dit, ah, voilà, ça c'est pour mon bien. C'est pour mon bien. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour motiver les apprenants. Oui, vraiment. C'est ça. On dit un doigt pour lui. Oui, tout à fait. Un doigt pour lui. Ça motive. Vous voyez? Et ça intéresse. Donc, c'est des choses que nous devons apprendre à du coup rendre la classe vivante et pour intéresser les gens. L'autre élément de motivation, c'est que, oui, je fais. De l'expérience de l'adulte par rapport à la leçon. Quand on met l'adulte au cœur de la leçon, c'est-à-dire qu'il a un vécu, une expérience qu'il veut partager avec les autres par rapport à la leçon. Donc, quand on lui donne l'opportunité de présenter son expérience, son vécu par rapport à la thématique développée, il se sent intéressé, il pense qu'il a quelque chose à vendre, à partager avec les autres, et ça le motive également. Merci beaucoup. L'autre élément aussi qui peut motiver c'est que nous pouvons commencer par faire, et tout le monde n'a pas le cadre. Tout le monde ne sait pas la leçon prochaine. De faire le donner le titre de la leçon prochaine, de donner le passage, déjà ça commence à motiver. On dit, ah, il ne faut pas que je sois en retard. Il ne faut pas que je sois en retard. Oui.
excusez-moi, je l'ai fait la transport et ça a porté le fruit. Le jour-là, ils étaient venus très en retard. Et à la fin, j'ai dit, la leçon, il ne fait pas la leçon, c'est la seconde partie, on va voir le dimanche prochain. Si vous voulez vraiment intervenir, avoir assez de temps pour qu'on puisse bien discuter là, venez à l'heure. Mais le dimanche qui a suivi, j'étais nombreux à ce l'heure. C'est ça. Et j'ai vu que c'est ça. Vous voyez, c'est des éléments. Et il s'est fait, ce qui vient là, c'est important. Si je viens en retard, beaucoup de choses seront dites avant mon arrivée. Et il court pour venir. Donc, vous voyez, c'est des éléments qui motivent l'adulte, qui motivent l'adulte. Il s'est fait, mon intérêt là est dedans. Mon intérêt est dedans. Si je rate là, c'est pas bon pour moi. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous allons passer au principe de les adultes ne s'améliorent que s'ils en sentent le besoin. C'est ça que nous sommes en train de dire. Hein? Les adultes ne s'améliorent que s'ils en ressentent le besoin. S'ils ne le font pas, ils arrêtent d'essayer et ne pourront pas suivre le rythme du changement. La félicité pour les adultes est qu'ils ressentent le besoin de s'améliorer. Ils doivent savoir que cela en vaut la peine et qu'il existe des opportunités pour eux dans la situation actuelle. C'est comme ce qu'il vient de dire. Quand il sent que c'est un besoin pour lui, et nous pouvons créer le besoin. Il a créé le besoin. Vous voyez, ils ont dit, attention, il faut que je vienne. Vous voyez, c'est vraiment important donc cette petite astuce-là pour que les gens viennent. Et même on peut être dans ne pas savoir que c'est important pour moi. Hein. Mais quand tu sens que c'est mon besoin, on peut créer le besoin chez les autres. Vous savez ce que les informations à la télé, sur Internet, les publicités, ils créent le besoin chez nous. Ou bien, là, il y a choses que toi-même, tu ne vas pas compte que tu avais besoin de ça. Et le fait de voir la publicité passer là, ça ne peut pas susciter le besoin à toi. Donc, nous devons créer le besoin. Eux-mêmes peuvent avoir le besoin. Le besoin peut être en train de sommeiller en eux. Et le fait de rappeler que, voilà ce que nous voulons voir prochainement, eh bien, il se dit, voilà, j'ai un besoin pour moi dans mon foyer, dans ma vie spirituelle, dans mon service. Et il faut que je vienne suivre pour pouvoir être, pour servir le Seigneur, etc. L'apprentissage par la pratique. Alors, l'apprentissage par la pratique, les adultes apprennent en faisant et non par suite logique. Vous savez, à l'école, nous on apprend aux enfants dans une suite logique. Et parfois, vous ne savez même pas, on ne sait même pas pourquoi j'apprends. On veut simplement apprendre à l'enfant à raisonner, c'est tout. Parfois, avant passer, on prenait un débat et quelqu'un disait non. Avec tout ce qu'on nous a appris là, en quoi ça nous sert aujourd'hui? Et philosophie, et tout ça, ça nous sert à quoi aujourd'hui? Je vais dire non, ça nous sert. C'est ça qui bâtit notre façon de raisonner. D'être une démarche logique. On sait qu'il faut faire ceci avant de faire ceci. Il faut faire ça là avant de faire ça là. Donc ce n'est pas inutile. Mais l'adulte, ce n'est pas ça. Lui n'est pas dans une approche logique. Non. C'est pas son problème ça. Que ce que lui veut apprendre, c'est tout. C'est une nouvelle façon d'apprendre qui est plus efficace et efficiente. Par exemple, si un adulte veut apprendre une nouvelle compétence, il ne doit pas être enseigné de manière linéaire, par exemple,
en apprenant d'abord la base théorique, en faire ceci. Vous voyez, et on peut dire, ben, souvent, vous savez, il y a les approches, on sait que bon, il y a définition, on cherche les causes, on cherche les conséquences, et on cherche les approches, les solutions. Mais je peux commencer avec les amis, par les conséquences. Et après, les conséquences, il faut. Donc, l'adulte n'est pas nécessairement dans cette logique-là. Vous voyez? Et donc, c'est important donc de le savoir qu'il apprend par pratique. Vous savez, c'est ça que dans nos ateliers d'apprentissage, les métiers là, les gens apprennent par pratique. Il n'y a pas de théorie. Non, personne ne vient pour développer de théorie. Tu commences par toucher, on te remet le ciseau, tu commences par couper. Tu observes un peu faire, on te donne, tu commences par couper. On va te t'apprendre. Bon, il y a des écoles aujourd'hui de théorie de la couture. Hein? Et MMV, et métier de mode et de vêtements. Et c'est important, hein? C'est important. Mais l'adulte n'est pas nécessairement dans ça. On lui fait toucher par la pratique. Alors, comment on peut faire toucher par la pratique? Par la pratique, dans une cadre de l'école de France. Nous pouvons vite finir les leçons et leur dire qu'on va vite finir, mais qu'il y aura de temps pour qu'ils posent des questions. On va beaucoup parler, on va beaucoup poser maintenant. Et c'est dans les questions là que tu commences par dire. Dans les questions, c'est bon, on pose, ils aiment ça. Quand on finit vite, on commence par poser des questions, et l'autre a posé des questions, l'autre aussi a fait, l'autre aussi. Les autres aussi sont suscités, ils ont le besoin de faire ça, de poser aussi des questions. Merci beaucoup. Qui d'autre? Enseignement de l'école du dimanche par la pratique. C'est ce que nous faisons tous les jours. Oh, hein? Oui. C'est vraiment qu'on n'a pas compris. Nous partons souvent d'un texte biblique. Ou bien, c'est quand on est sur Samson maintenant là. C'est une pratique. Vous voyez, c'est un fait vécu. Vous voyez? Nous pouvons, pendant que la leçon se déroule même là, ce n'est pas simplement à la fin. On peut demander à quelqu'un de partager son expérience. Il faut dire à quelqu'un, partage ton expérience. Et il vous partage ça. C'est de la pratique. Et les autres apprennent de ça, posent des questions à partir de ça. On peut prendre une étude de cas vécu. Et on partage. Ce que chacun vit dans sa maison, dans sa vie spirituelle. De partager ce qu'on peut partager, pas tout peut partager en public. Les témoignages. Ouais, les pratiques, c'est les témoignages. Ouais, à tout en public, c'est dangereux. C'est pourquoi on dit, quand on vous apprend l'homilétique, là, de prêcher, et on vous dit, il y a des témoignages qu'on ne passe pas par. Sinon, tu vas détruire. Ouais. Et donc, c'est ça. Et c'est que, bon, là, on peut passer, hein, puisque la résolution des problèmes. De nombreux adultes se retrouvent à lutter pour survivre et progresser dans ce monde. Ils sont souvent dépassés et se sentent bloqués
ils ont l'impression de n'avoir aucun contrôle sur leur vie, ce qui veut provoquer un stress qui entraîne d'autres problèmes de santé, etc. L'adulte progresse en résolvant des problèmes. Si on est en face des adultes et que tu vas dérouler la leçon sans apporter des éléments pratiques, vous voyez ça régler un problème. Et ça ne vient pas régler un problème sur la personne, mais pas, ça ne l'intéresse pas. Donc, on règle un problème sur la personne. La leçon vient pour régler un problème. Et parfois, ça ne peut pas concerner tout le monde. C'est ça la possibilité biblique. Il y a que la leçon de Jésus, là, Dieu sait que c'est 2 ou 3 personnes qui sont intéressées par la leçon. Les autres constituent simplement un avertissement pour eux. Et donc, c'est important que la résolution des problèmes des gens, nous devons avoir ça en équilibre. Nous sommes venus et le Saint-Esprit va régler le problème de quelqu'un dans la classe. Et c'est là où le tact de l'enseignant est important parce que parfois, certains posent des problèmes. Quand nous allons, parfois, c'est certains posent des problèmes personnels, réels. Et il veut une solution. On ne le ridiculise pas. Et on travaille. D'autres partagent son expérience. Et ils voient que, ah, voilà ce que je peux faire. Ça vient pour régler. Et il est content. Que ce soit une bénisse. La façon la plus courante pour les adultes de progresser est d'apprendre quelque chose de nouveau. Les adultes apprendront une nouvelle compétence ou acquerront des connaissances sur des sujets qui les intéressent. Vous voyez, on a déjà le 5e principe que j'ai essayé donc de trouver, c'est la mémorisation dans une atmosphère non scolaire. Là, je vais vous laisser. Ça concerne les versets, par exemple, bibliques que nous faisons. Comment on peut faire? Parce que de plus en plus là, nous ne faisons plus. Mais l'andragogie a mieux une façon pratiquer les versets. Je lis et nous allons faire le débat autour de ça. La mémorisation est une forme d'apprentissage qui se fait généralement sans enseignant ou autre influence extérieure. Elle est généralement pratiquée par les enfants, mais qui peut être pratiquée par les adultes. La mémorisation peut être bénéfique pour les personnes de tous âges et de tout niveau d'éducation car il les aide à conserver les informations dans leur mémoire et à mémoriser leur capacité et à améliorer leur capacité de rétention de la mémoire. Mais c'est important, maintenant de l'andragogie là, c'est important. Et c'est pourquoi tout à l'heure je disais que notre cours de l'école de dimanche, ça a pris en compte les 2 approches. Mais de plus en plus, nous constatons que nous n'arrivons plus à faire mémoriser les leçons, les versets aux adultes. Vous savez, je peux mémoriser aujourd'hui et oublier. Mais dès que je me retrouve dans la situation, le Saint-Esprit me rappelle ce que j'ai mémorisé. Et ça me sert. Donc, c'est important. Je peux dire que si 4 dimanches dans un mois, 3, nous n'arrivons pas plus à apprendre le verset à mémoriser. Il faut que ça change. Oui. Il faut que ça change à partir de demain. Comment on va faire? En pratique. Qui est intervenu? Oui. Oui. Parfois, les versets sont trop longs. Ça va dire la vérité. Parfois, c'est de longs versets. Et pour apprendre ça, il faut beaucoup de temps.
Ouais, en tout cas, avec les adultes, de cette bon, la classe où la majorité n'est pas, voilà, tout ça, c'est difficile. Tu dis, ils vont répéter, après, à la suite, là, ils ont oublié le début. Et vous commencez, et s'il faut vraiment apprendre, il va passer 15 minutes. Comment on va faire? Mais là, comment on va faire? C'est important. Premièrement, je propose que les versets soient des versets courts. C'est pas nous qui l'élaborons. Bon, la deuxième chose, c'est quoi? Je pense que au niveau des classes, il faut aussi, il y a une manière de commenter le verset mémorisé qui attire l'attention des gens et les aide à retenir plus vite. Je trouve que c'est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le moniteur peut dire, l'Éternel est quoi? Mon berger. L'Éternel est quoi? Mon berger. Afin de répondre, mon berger, peut-être on va dire qu'on va dire ça ensemble. L'Éternel est mon berger. Ce serait plus facile. Mais quand on lit le verset, on lit comme ça, à répéter, on lit, répète seulement, sans comprendre aussi le fond, ça peut ne pas aussi aider à assimiler ça. Assimiler ça. Toi? Oui. Parfois, les versets, on ne cite pas ou on ne revient pas sur le verset dans le développement de l'enseignement. Et comme si le verset est un verset isolé, on parle de beaucoup d'autres versets dans le développement de l'enseignement et après le verset est écarté, il faut l'apprendre. Quand c'est comme ça, on a du mal à apprendre ça, à garder ça très vite parce que ça ne revient pas couramment dans la leçon. L'autre élément aussi, c'est que les adultes ont comme caractéristique la difficulté à vite retenir les choses. Leur mémoire n'arrive plus à vite retenir les choses. Ils ne sont pas des enfants pour vite mémoriser. Donc, ce qu'on peut faire, soit de vite finir la leçon pour avoir un peu de temps pour apprendre le verset à mémoriser, ou d'apprendre le verset au début de la leçon. Quand on trouve le temps pour apprendre le verset au début de la leçon, avant de commencer la leçon, c'est plus facile de le réviser à la fin de la leçon. Et comme ça, ça garde. Parce que quand la leçon se déroule, on discute, on commente, mais après on est surpris par le temps. Et il se pose aussi un problème de gestion de temps par le moniteur. Le moniteur qui est devant la leçon, il sait qu'il doit apprendre le verset à mémoriser, il sait qu'il doit réserver le temps pour les questions et autres. Mais parfois dans le développement, ça traîne, ça dure, et puis on n'a plus le temps pour faire les autres choses. Voilà ce que je peux dire. Ok. Ah, c'est qui propose quelqu'un de dire quelque chose? Oui. Eh oui. Alors, je vais aborder dans le sens que le directeur, même le corps le bureau national compris que si vous demandez aux gens d'apprendre le verset de la fin, ça ne marche pas. Parce que souvent les leçons ne terminent pas vite, il y a des questions, il y a d'autres choses, il y a des accords. Et ce qui fait qu'il est difficile de pouvoir apprendre le verset de musée à la fin de la leçon. Mais quand on a la volonté, il reste 5 minutes, il reste 2 minutes et donc on brosse. Ce qu'il faut faire, je me souviens toutes les fois que j'ai pu amener mes élèves à apprendre la leçon, ce que j'ai montré au début. Et c'est ce que le canet en demande. Quand vous allez le prendre de la leçon, pour dérouler une leçon, c'est au début, quand vous finissez comme ça, avec la prière, et vous utilisez la leçon, c'est de pouvoir demander, on mémorise la leçon. Le verset mémorisé. Sinon, à la fin, vous ne pouvez pas. La plupart du temps. Bien, donc, vous voyez le cas a-t-il quelque chose à ajouter? Ok. Je voudrais ajouter des choses que moi j'ai vécu. Parfois, quand on prépare la leçon, même à la maison avant de venir, nous-mêmes, en tant que moniteurs, on n'a pas le temps pour apprendre le verset à mémoriser. Et on vient l'apprendre avec les participants ou avec l'audience. Quand c'est comme ça, nous-mêmes, on a des difficultés à garder à mémoriser comme tous les autres. Et parfois, on bat ça, on apprend ça une, deux fois et puis on oublie. Parce que c'est déjà difficile pour nous-mêmes d'apprendre ça devant les participants. Ça aussi, c'est un problème. C'est l'élément là que je voudrais ajouter. Oui, merci. Oui.
Je propose, si on peut augmenter un peu de temps là, ça serait bien. C'est ça. Parce que le temps, 45 minutes là. Ça manque. Ça ne suffit pas. Ok. Bien. C'est que par rapport au temps, nous avons 45 minutes. On doit s'organiser dans les 45 minutes. C'est clair. Et 15 minutes pour faire la clôture ici. On doit tout faire pour rester dans le temps. Et vous allez voir aussi tout à l'heure, je vais aborder cette partie-là. Nous ne faisons pas un planning de présentation avant de venir. Et on reste toujours surpris par le temps. Tu dois savoir que je vais présenter en 20 minutes là. La présentation est terminée. C'est tout est déposé derrière le carré. Tout est là. On va en arriver tout à l'heure. Vous savez, je suis tellement d'avis avec ce que vous avez dit. Au début, d'abord, nous devons apprendre le verset avant de venir. Vous allez voir que si nous-mêmes là, nous fermons le carré, la rue, et nous commençons par réciter, c'est un élément de motivation. Ou bien, il n'a pas la Bible en main, il n'a pas le carnet ouvert, et il dit, et il commence par aider les autres à apprendre. Donc, c'est important que les versets soient mémorisés. Il ne peut pas mémoriser correctement toutes les fois. Quand c'est long, on sait que c'est long et on essaie de garder l'essentiel. Vous voyez? Et on poursuit. Mais si c'est les versets courts, on apprend. Et de toutes les manières, au début, il faut apprendre. Et quand il dit à la fin, vous ne le réussirez jamais. Il n'y a pas l'affluence, mais les autres, le fait déjà que quelques-uns aient appris, ça fait avancer les choses très rapidement. À la fin. Peut-être tout le monde ne sera pas ou pas. Et ça peut être aussi un élément de motivation pour amener les gens à venir à l'heure. Il faut qu'on leur montre, quand nous avons parlé tout à l'heure de la motivation, qu'on leur montre pourquoi ils mémorisent. Pourquoi ils mémorisent. Il faut que chaque fois là, on rappelle ça rapidement. Pourquoi la mémorisation? C'est pour utiliser ces versets dans des circonstances. Parfois, nous prions, mais notre prière n'est pas biblique. Ou bien? Quand il dit que c'est biblique, là, c'est quoi? C'est que on n'a pas vous voyez? Le verset que. Alors que nous, les gens, de plus en plus, nous ne mémorisons plus à la maison, mais quand nous faisons les études bibliques à la maison, nous faisons la méditation matinale, on n'a pas besoin de mémoriser un verset. Alors qu'en temps normal, là, une méditation à la maison doit finir par un verset qui m'accroche que je mémorise. Donc, quand cela rate là, il faut que pour l'église là, ce rate là, nous en prie. Moi, je suis là. Je nous en prie. Nous devons commencer par faire tout pour que les versets à mémoriser. Dans la pédagogie, c'est important de faire mémoriser les choses par les adultes. Et c'est ça qui garde. Et c'est qu'après avoir tout oublié là, ceci est là. Que Dieu nous bénisse. Donc, comme je l'avais dit, c'est pas l'évaluation comme les apprenants, hein, les élèves, les écoliers, non. Alors, la variété des présentations. Vous savez, il ne faut pas venir pour exposer la même chose chaque fois. Vous voyez, parfois dans chaque sous-partie de la présentation, je peux parler d'un exemple. C'est toi, en dehors de ce que le carré nous a donné, c'est un canevas. Ou bien, je peux aller chercher
des éléments. Vous voyez, pour varier ma présentation. Les adultes apprécient la variété des présentations. Ils aiment voir une idée présentée de différentes manières. Il est donc important de continuer à changer l'angle et le style de votre présentation. Une recherche a révélé que les adultes trouvent des présentations variées et pas seulement plus attrayantes que celles qui sont ennuyeuses et monotones. En effet, il existe 3 principaux types de présentations qui ont tendance à être plus attrayantes que celles qui sont ennuyeuses et monotones. Vous voyez, la première, c'est l'étude de cas. On prend un cas rapidement. Ça peut être un exemple biblique ou d'un exemple vécu. Je vois, est-ce que cette partie-là, on peut trouver un exemple biblique ou bien un exemple vécu. Pour ça, je n'en trouve pas, je continue. Mais quelle partie je peux trouver et rapidement, j'évoque et on fait un débat autour. Vous voyez, une étude de cas. Là, le second est un exemple de la façon dont quelque chose a été fait d'une manière différente. Vous voyez? Et la même chose peut être présentée. Je trouve une autre façon donc de la présenter. Enfin, il y a une présentation interactive et c'est ça que je voudrais vraiment. C'est la première et la deuxième là. Je voudrais que nous fassions et nous l'utilisons pour pouvoir attirer les gens. Et quand je veux que ma leçon soit interactive, ce n'est pas quand je viens là que je la rends interactive. Non. C'est depuis la maison que j'ai fait la préparation. Je sais les questions que je dois poser pour que les gens interviennent. Pour que je ne sois pas celui-là qui déroule la leçon. Ça, c'est là, c'est ennuyer ça. Il faut ennuyer les gens. Ça ne marche pas. Avec les adultes, ça ne marche pas. Même avec les adolescents, ça ne peut pas marcher. Mais c'est depuis la leçon ne nous formule pas de questions à poser, non. Ou bien. Mais c'est quand on a fait ça, déjà à la maison, toi, mais tout ce que je vais présenter là, je fais 2-3 questions. Autour desquelles je viens à cette partie-là. Je peux pas, quelles questions je peux poser pour que les gens puissent intervenir. Vous voyez? Et je formule déjà ma question là. C'est quand ça n'est pas préparé que c'est sur le champ qu'on va faire, on se rend compte que je n'ai pas fini la leçon et l'heure est arrivée. Donc, à préparer, et c'est interactif, et c'est là où les gens interviennent, les gens participent, ils sont contents. Vous voyez, il faut une préparation de la maison par rapport pour rendre la classe active, interactive. Les gens puissent intervenir. Des questions simples. Alors, et pour rendre aussi, vous voyez, il peut y avoir même des questions de divertissement. Et quand vous allez, là aussi, quand on est devant les adultes, et ceux qui sont des grands conférenciers, ils savent comment faire ces choses. Vous voyez, ils posent des questions. Parfois même on peut sortir, hein, mais nous on n'a pas ce temps là ici. Parfois même on sort du cadre complètement. Et on pose quelque chose et les gens interviennent, de façon marque une pause, tout ça pour animer, pour l'animation, ça rentre dans l'animation. Vous voyez, on projette une image et pour motiver les gens. Vous voyez, mais ici, nous devons faire en sorte que l'auditoire puisse être capté, puisse participer. C'est quel nom ici maintenant? C'est Edmond qui avait présenté lors de l'école lors de la fête des jeunes. Il avait très bien préparé la leçon. C'était très bien. Il a rendu la classe vraiment active, les gens intervenaient. Et je lui ai dit à la fin, donc voilà, il faut venir à l'école dimanche. Il faut venir. C'est un talent.
Ouais. Et donc, dernier élément, apprentissage par guidance et non jugement. Apprentissage par progression, pas par échange et non par contrôle. Les adultes veulent être conduits dans une direction positive. C'est-à-dire, ils ne veulent pas l'opinion de quelqu'un d'autre sur leurs actions. Ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre les juge. Ils ne veulent pas que quelqu'un leur dise ce qu'ils doivent faire ou ce qui est le mieux pour eux. Car c'est ce qui cause de la frustration et de la colère. Je l'avais déjà dit avant. Hein. Vous voyez? Et donc, il faut être là simplement pour guider. Même si c'est faux, il ne faut jamais dire que c'est faux. Il faut trouver la formule. Parce que tu vas le frustrer, et prochainement, il ne va plus intervenir. Il faut simplement guider jusqu'à l'amener à toucher du doigt ce que tu veux. Qui peut améliorer cette réponse-là? Oui. Parfois, on pose la question autrement pour la donner à voir la réponse, ou on modèle la question, c'est-à-dire pour que progressivement, il soit là où on veut en venir. C'est ça. C'est ça. Parfois, la personne ne comprend pas la question et répond autre chose. Ou bien tu sais que bon, il comprend, il a compris. Il a compris, mais il y a des éléments qui manquent et en monnayant rapidement, il cède. Il ne faut pas qu'on le juge, mais qu'on le guide à découvrir ce qui est positif pour lui. Vous voyez, les adultes progressent par échange plutôt que par le contrôle. Ils sont plus accessibles à progresser lorsqu'il y a un dialogue ouvert entre les deux parties impliquées dans l'échange. C'est important. Nous l'avons déjà dit, en l'autre partie, c'est une répétition. Il faut qu'il sente que son intérêt est en jeu. Il faut qu'il y ait dialogue. Il faut qu'on ne vienne plus exploser les choses et attendre la fin que parfois nous explosons et nous n'avons plus aucune réaction. Alors que les réactions il devrait y avoir. C'est votre façon de présenter qui fait que les gens ne réagissent plus à la fin. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Et comme je l'ai dit, nous allons laisser d'abord la parole, vous allez encore intervenir, poser des questions. Et nous allons passer à la phase pratique. Alors, donc, je vais laisser la place au directeur. Et donc, après cet échange-là, c'est des questions, des zones d'ombre de compréhension, des choses qui se font, et la manière de présenter qu'on aimerait qu'on améliore quelque chose. Tout ça, vous allez poser et nous allons passer à la phase pratique par rapport à la leçon de demain. Mais dans notre contexte, on voit qu'on le fait également pour les adultes. Parce que quand on n'apprend pas les images, ça reste aussi vite. On garde mieux, on se souvient. Est-ce que c'est possible de l'utiliser dans un contexte comme le nôtre ici à l'église? Ok. Est-ce que c'est possible de l'utiliser? Je ne vais pas répondre, nous sommes là. D'utiliser les images pour les adultes. Oui, qui peut. Oui. C'est possible, mais c'est pas tout le temps. Parfois. Oui. Ça ne serait pas tous les jours, tous les dimanches. Oui. Je pense que c'est la. Oui, Jack Marius. Bonjour à tous. Bonjour. Je pense que c'est à encourager surtout dans les classes où nous savons que les gens n'ont pas totalement accès à la Bible.
quand on regarde la génétique, c'est pour faciliter la communication. Ouais, par exemple, une plateforme où on sait que les gens sont très peu alphabétisés pour pouvoir lire eux-mêmes la Bible. C'est à encourager d'utiliser la boîte à images pour pouvoir mieux communiquer avec Seigneur de grâce. Merci. Ouais. Dans la présentation, j'ai sauté ça. Et on a parlé des dessins animés. Dans l'andragogie, on en a besoin aussi. On a besoin. Et ces images-là, parfois, pour capter l'attention donc des gens. Parce que ça capte vite. Donc, et comme nos leçons, c'est les leçons des enfants qui sont accompagnés d'images, le moniteur peut chercher une image. Et nous voulons parler de la violence. Et tu vas sur Internet pour chercher une image, la violence en milieu conjugal. Tu vas chercher l'image d'une femme qui est en train de tabasser son mari. Et tu passes cette image-là. La réaction sera, ça va capter tout le monde. Je ne vais pas dire l'homme en train de taper. Hein. Tu cherches l'image en train de taper son mari qui l'a. Vous avez vu une vidéo qui a circulé. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et le monsieur a donné, a donné un coup à sa femme. Et la femme, sa femme a capté un cas à boire. Il a répliqué. Et a réussi à le terrasser. Et est monté sur lui, lui donne le coup de poing. Et il a battu sérieusement. Hein? Sérieusement. Je ne sais pas si c'est un film que les gens ont pris cette partie ou si c'est une réalité. Hein? C'était l'image qui a circulé autour de la fête des oui. Vous voyez? Et vous prenez cette image-là, et vous montrez. Ça va capter l'attention de tout le monde. Rapidement. C'est ça, merci. Il y a un point qu'on n'a pas vraiment abordé, c'est la participation des élèves, de tous les élèves. Nous avons remarqué que dans les classes, il y a certaines personnes, c'est-à-dire qu'ils sont tous seulement qui réagissent. Et parfois, nous les moniteurs tombons dans ce piège et on ne désire que. Et la classe devient une classe où, bon, il y a les assistants, les acteurs et puis les qui sont passifs, eux ils sont là pour suivre simplement. Et parfois eux-mêmes se comportent comme je ne suis pas parmi ceux qui doivent réagir. J'ai fait l'expérience d'un jour à la classe où je connais ceux qui réagissent. Donc, le jour là, j'ai décidé de désigner les autres. Je désigne maman, elle me dit, moi, je lui dis maman. Oh, il m'a dit, donc, c'est comme ça que vous avez compris la chose. Tout le monde doit réagir. Maintenant, parfois, on désigne des gens qui ne veulent pas réagir. Comment on peut faire par rapport, d'abord pour régler ce problème-là, pour amener tout le monde à réagir, et ceux qui refusent même de répondre, se comportent genre, ne me désignent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons faire en sorte que ça soit participatif, que tout le monde participe. On désigne. Quand il y a beaucoup de doigts, voyez parmi ceux qui ont levé le doigt, quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'intervenir. D'accord? Ou bien que le jour-là n'a pas encore intervenu. Donc, on le désigne. Et quand parfois la question, personne ne répond là, on désigne quelqu'un. Hein? Il n'a qu'à dire ce qu'il pense. Les gens ont toujours une façon, une réponse à donner par rapport à une préoccupation. Il y a des gens, ils ont ce zèle de parler. Et quand on les contourne, ils finissent par se sentir un peu frustrés. Et ils se disent, bon, puisqu'on cherche ceux qui ne parlent pas, il faut que je me taise. Et là, ça dérange. Donc, au moment qu'on cherche vraiment à parler, ceux-là qui ne parlent pas, il faut aussi qu'on gère ceux qui ont ce zèle-là de parler. C'est aussi bon
Vous savez, nous ne sommes jamais les mêmes. Donc, pour ne pas aussi frustrer ceux qui aiment répondre aussi rapidement. Merci beaucoup. Merci. Bon, sur la parole de maman, j'ai encore Mhm, d'accord. Vous avez d'autres questions? Voilà. Vous n'en avez pas? Avant qu'on... Donc, Ok. je vais me décourager. Ok, vas-y. Bon, par exemple, il y a des classes où le moniteur est moins âgé que les apprenants. Comme la classe sport, par exemple. La plupart des apprenants sont plus âgés. C'est des papas, mes mamans. Et à un moment donné, j'ai des difficultés à les arrêter quand ils dépassent un peu le temps que je leur accorde. Ou bien quelqu'un qui a déjà parlé. La dernière fois, je me suis retrouvé dans une situation où mon père est là, il a déjà parlé 2 fois, 3 fois déjà. Et vers la fin, quelqu'un d'autre qui n'a même pas encore parlé, il levait son doigt. Et papa aussi levait son doigt. Et j'ai dit, papa, bon, lui, il n'a pas encore parlé. Et il dit, ce que je veux dire là, c'est important. J'ai dit, mais ce que ça veut devenir une discussion entre lui et moi. Et il a dit, bon, attends, comme c'est papa là, c'est papa, c'est pas toujours papa, donc, et parce que l'autre était plus jeune. Mon papa n'a qu'à parler, et papa a fini de parler. Le temps que je lui donne la parole, il a dit, je ne peux pas sonner, on ne pouvait plus continuer. Et j'ai laissé une radio après. À la fin, je suis allé le voir pour dire, bon, tu m'excuses, hein, je devrais te, parce que tu n'as pas parlé, mais je te promets que dimanche prochain, là, tu seras la première personne à parler avant les autres. Mais c'est un peu difficile. Les papas, ils lèvent la main, et puis, il y a des mamans qui te disent, alors qu'il a déjà parlé 2, 3 fois. Donc, parfois, quand tu leur dis, non, laisse les autres qui n'ont pas encore parlé, ils n'arrivent pas à comprendre. Voilà que je suis plus jeune. Comment faire? Alors, Oui. Ceux qui n'ont pas... D'accord. Ok. Doucement. Si je devais répondre, je dirais que on doit dire, vous direz simplement que tout le monde doit s'exprimer un peu, il faut leur expliquer. Ou bien on s'arrange pour que ce soit tour à tour, quoi. L'un s'exprime, après on donne encore l'avis, mais genre, on ne peut pas monopoliser la parole, donner la parole seulement à une seule personne. Donc on va simplement dire que l'autre n'a qu'à s'exprimer, on donne la chance à tout le monde. C'est ce que je peux dire. Ok. Qui veut... Oui. Yeah. D'accord. Bon, moi je peux dire que pour faciliter ce problème-là, on peut privilégier une chose. On va faire le travail par zone durant toute la leçon. Donc on dit que quand on vient sur un point, on dit que cette rangée, vous avez des questions à poser ou bien vous voulez poser des questions, il doit répondre. On le fait par zone et on finit la leçon sur cette lancée. C'est ce que j'ai dit. Ok. Oui. Bon, en fait, moi, j'aimerais dire que, en fait, la compréhension des papas et mamans ne sont pas les mêmes que pour les jeunes. Parfois, tu peux dire à un jeune, au jeune, s'il a déjà parlé premièrement, tu peux lui dire d'attendre, il va attendre. Mais tandis que si tu dis à une grande personne d'attendre parce qu'il est déjà plus âgé que toi, il ne va pas maîtriser parce que lui-même va s'enflammer. Je veux juste parler comme le président vient de dire. Il dira que voilà, je veux juste parler parce que ce que j'ai à dire est plus important que ce que l'autre a à dire. Donc moi, je pense que c'est une question de discernement, comment améliorer, comment expliquer la manière de demander aux vieux de un peu légiférer les choses. Ok. Je pense que... Oui. Je voulais compléter quelque chose à la question. Oui. Des fois même, il y a des papas, le débat est tellement intéressant que il a déjà fini de parler et tu désignes une autre personne ou il y a une autre personne qui veut parler et il soulève encore son petit doigt et avant que tu ne le désignes, il se lève et commence à parler. Il commence à parler. Pour ça, tu lui dis, tu as peut-être quelques secondes pour parler et il dépasse. Tu l'arrêtes, il ne veut pas s'arrêter. C'est cas-là. Comment il faut gérer. Ok. D'accord. Je pense que c'est là la délicatesse donc de l'andragogie.
On ne peut pas les traiter comme des enfants. Un enfant, je peux lui arracher la parole. Donc toi, tu te tais, hein. C'est l'autre qui fait. Je ne veux pas faire ça. Si je fais ça une ou deux fois, ils vont plus intervenir. C'est que c'est un jeune qui est devant eux. Même si je suppose que c'est un adulte qui est devant, c'est avec beaucoup de tact. Ah, papa, attendez, hein. Et toi, parle d'abord rapidement, papa va intervenir. D'accord? Hein? Et, je ne vous coupe pas, hein? Je ne vous coupe pas, papa. Donc mais... hein? Bon, je vais vous revenir tout de suite là. Bon, mais quelque chose brûle au niveau du jeu là. Bon, dis ça rapidement. Et il exprime. Faites tout pour ne pas vous le frustrer. Il ne faut plus intervenir. Et c'est les cas devant lesquels c'est l'expérience aussi qui amène à gérer rapidement ces cas. Attendez rapidement et tu trouves la façon pour que l'autre pose rapidement sa question, tu lui reviens. Parfois on dit, donc, je vous en prie, hein, le temps est là, c'est chacun à 30 secondes. Si vous avez 3 préoccupations, vous posez une préoccupation. On s'en tout le monde s'en sur le principe. Oui, c'est le cas là qu'on essaie de gérer sans les frustrer. Vous voyez? Donc, je pense qu'on fera face chaque fois à ces cas, mais on doit être flexible, faire tout pour ne pas frustrer et intervenir comme cela se doit avec tact. Je pense que oui. Il y a une question que je voudrais poser pour finir. Quand, par exemple, dans une classe, quelqu'un répond, peut faire un cas des jeunes adultes, et qui frustre ou qui tente à rejeter ou à blesser, parfois des conflits. Tout à fait. Naissent dans les classes, alors que vous êtes devant les étudiants pour ne parler. Les interventions font que les gens entrent en conflit entre eux. Comment est-ce que le militaire gère ces cas de conflit qui viennent en classe entre participants? Oui, alors qui veut nous aider? Comment on peut gérer les cas de conflit bien aider? Oui. Bon, moi je dirais, quand c'est comme ça, il faut arrêter. Et si vous arrêtez, faites tout pour ne pas vous pencher d'un côté. Si que votre réponse soit au milieu des deux. Si il y a conflit, les deux se tiraillent et que vous vous penchez d'un côté, il y aura problème. Donc, ce serait une réponse stratégique qui va toucher les deux parties. Mais il faut arrêter le conflit. Il ne faut pas laisser continuer. Parce que quand ça continue, parfois, ça dépasse les normes et ça n'aide plus. Dès qu'il y a tiraillement, il faut arrêter. Arrêter et trouver une réponse stratégique là et quitter le domaine. Bon, c'est pour moi. Non, c'est ça. C'est vous qui avez la police du débat. Ou bien, c'est vous qui avez la police du débat et vous pouvez arrêter à tout moment. Et quand vous voyez que l'allure que prend le débat n'arrange pas la classe, vous trouvez pour dire, bon, vraiment, ce débat, nous allons l'arrêter et trouver le temps pour revenir là-dessus. Dire que d'autres leçons nous aideront à mieux comprendre. Eh bien, et si tu as des versets, tu dis, allez lire tel passage à la maison par rapport à la situation pour mieux comprendre. Et que prochainement, on peut revenir là-dessus. Oui. Dans le carnet du jour, c'est telle orientation. C'est ça. Pour améliorer la pensée de son pensée. C'est ça. Parfois, il y a des questions qui s'écartent complètement du sujet. C'est vous qui regardez. Non, ça ne concerne pas le sujet d'aujourd'hui. Nous allons revenir là-dessus ou peut-être qu'il y a eu une leçon qui va l'aborder. Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à nous écarter du sujet. On doit être habile. Merci beaucoup.
Une question, c'est un fait. Oui. Je vais demander, est-ce que ce qui s'est passé ce jour-là, c'est une bonne chose? C'est un enseignant de l'école de Manche ici. Il enseigne très bien. C'est même le directeur de l'école de Manche en ce moment-là. Nous étions dans la classe des jeunes. Il a posé une question. C'était le jour de la fête de Pentecôte. Il a demandé à un jeune qui était ancien, très ancien, bien connu de l'église, qu'est-ce que la Pentecôte? Le jeune ne répondait pas. Il dit, bon, ça te rappelle quoi? Quand on dit Pentecôte là, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Et le jeune a dit, aucune idée. Le jour-là, ça l'a énervé. Et sa réaction le jour-là, c'est qu'il n'a même pas attendu la fin pour rencontrer le jeune. Il dit, mais toi, tu as passé des années dans l'église et tu as dit aucune idée pour Pentecôte. Aucune idée. Ah non, je ne suis pas content de toi. Et il a réprimandé devant nous tous. Et le jour-là, c'était un silence radieux. J'ai dit, mais j'ai bien suivi la suite. Toutes les questions qu'il a posées le jour-là, les gens ont du mal à lever la main. Parce que personne ne levait la main pour répondre. Il a gâté le marché. Maintenant, j'ai vu quand même qu'au fond, Il a raison. peut-être la manière n'est pas bonne, mais il a raison. Parce que tu poses des questions, mais tu vas demander à quelqu'un qui a fait 10 ans dans l'église, qui est la mère de Jésus. Et il dit, je ne sais pas. Il dit, bon, aucune idée. Parce que ce temps-là ne nécessite pas qu'on rencontre les gens vraiment, qu'on leur dise cette vérité, ou bien devant la classe, qu'est-ce qu'il faut dire pour que les autres sachent que vraiment, il faut, en tant que chrétien, il faut évoluer. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire pour que ça ne passe pas comme un amusement, quoi. Que la personne prenne ça vraiment au sérieux. Oui. Pour qu'on puisse répondre en même temps. Est-ce qu'il peut arriver dans ces conditions, dans d'autres cas, où un moniteur réprimande un participant élève devant tout le monde en même temps? Parce que je suppose, aucune idée, c'est à la limite arrogant, si c'est réellement dit de la sorte. Est-ce qu'il peut arriver pour des questions, des comportements comme ça, on moralise le participant devant tout le monde pour que ça ne se reproduise, que ça ne continue plus comme ça? Ok. Mais comment il faut faire? D'accord. Oui. Alors, je vais répondre sur deux sens. La première, ça dépend de la classe et de votre expérience avec les personnes que vous enseignez. Si je suis devant les adultes, c'est impossible, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Si je le fais, ça peut créer des scandales. Et ça peut diviser, le problème, les gens ne vont plus s'attendre ne vont plus s'arrêter au fait qu'ils n'ont pas évolué dans l'église. Ça, c'est un problème personnel. Mais quand je suis avec les jeunes, ça, c'est autre chose. Les jeunes me prennent comme un leader. Et en dehors de l'église, on a des projets, on a d'autres choses dans lesquelles j'interviens. Et bien que j'ai des expériences donc ils me prennent comme une référence. Ça, c'est autre chose. Donc, je peux réprimander, mais pas en prenant la chose personnellement. C'est quand c'est personnellement que ça frustre. Quand c'est personnellement, c'est sincèrement que ça frustre. Je pense qu'il y a des fois, dans les cas, surtout quand j'étais vraiment un moniteur régulier des jeunes A, il y a des moments quand je viens, je pose des questions, je ne réponds pas. Et je laisse la leçon. Je vais prendre 10 bonnes minutes. Et je me dis, vous savez pourquoi c'est vraiment important de pouvoir intervenir ici? Moi-même, là, c'est l'école de 19 qui m'a formé. Et ça m'a ouvert d'autres portes dans d'autres institutions. Et ce que nous allons faire, c'est un apprentissage. Nous allons apprendre quelque chose. Et ceux qui vont prendre ça au sérieux, ils vont développer leur leadership, ils vont pouvoir aller mieux dans la vie. Mais ceux qui prennent ça, donc, c'est comme s'ils sont là, ils ne font pas la différence. Et je finis par dire, tout ce que vous faites, les gens vous observent. Donc, si vous êtes bien, si vous êtes brillant, si vous êtes logique, les gens vous observent. Et aussi, il y a des opportunités dans la suite, et je donne des exemples par rapport à ça pendant ce temps-là, avant de revenir sur la leçon. Je pense, selon moi, que nous ne sommes pas seulement là pour pouvoir délivrer seulement la leçon partie. Nous sommes là aussi pour pouvoir impacter, pour pouvoir montrer la voie, ce que nous on a fait pour arriver là, aussi pour leur montrer cela. Donc, ça dépend des classes, et c'est en fond des classes
qu'on peut intervenir. Vous savez, le tempérament de chacun se mélange à ce qu'il fait. Vous voyez la Paul, quand il veut réprimander les gens là, vraiment. D'autres auraient pu faire, Pierre aurait pu parler autrement. Hein? Quand il a réprimandé Pierre devant l'Assemblée, d'autres pouvaient régler le problème, mais pas de la même façon. Vous comprenez? Et ils obtiendront les mêmes résultats. Donc, c'est vrai, il y a des situations, ça choque, on dit, mais comment ça? Mais n'oublions pas que nous sommes sur un terrain spirituel. Et on peut faire 10 ans et ne pas connaître le B.A.-ba. Mais celui qui est venu il y a 6 mois a déjà franchi ces étapes. Dans l'église. C'est là où on doit savoir que peut-être que la personne est sincère. Hein? Peut-être que celui qui est arrivé, ce n'est pas de façon fantaisiste. Il vient comme quelqu'un qui vient à une terminale. C'est comme tel que nous allions à l'église catholique avant. Eux, on ne comprenait rien là. Il y en a beaucoup encore parmi nous aussi. Moi, j'allais, mais je ne comprenais rien. On fait les prêches, tout ça, je me lis. Je ne comprenais rien, pas grand-chose. Il y a des gens comme ça. C'est là où nous devons être tempérants, reprendre, mais pas frustrés. Parfois, on peut prendre la personne à la fin. Dis mon frère, viens. Tu es sincère dans ta réponse là. Il va te dire oui. Pas il va te dire bon, vraiment, je ne veux pas répondre. Je n'étais pas là. Peut-être que tu as posé la question, tu l'as désiré, mais il n'a même pas entendu la question. Et il ne veut pas se faire ridiculiser. Ou dire bon, reprenez-moi la question. Et il a oublié de dire aucune idée. Alors que peut-être, si on reprenait la question, mais il n'a pas le regard en disant que je n'ai pas compris, il va dire, ah, toi tu es là, il était ailleurs. Vous savez, ça nous arrive, non? Ça arrive à tout le monde. Hein? Tu peux être là, à un moment donné là, tes pensées vont sur quelque chose, on pose une question, on dit quelque chose, et tu n'as rien compris. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'on a dit exactement. Et si on te désire là, là, c'est foutu. Là, on te désire, tu dis, bon, vraiment, désirer quelqu'un d'autre. Au lieu de dire, c'est là où on devait apprendre, au lieu de dire aucune idée. Bon, désirer quelqu'un d'autre, c'est la peine de réfléchir. Vous voyez, et quand c'est la peine de réfléchir, il va faire après, ah, voilà la question qu'on a posée. Mais il connaît, mais il n'a pas suivi la question. Donc, tous ces cas, et donc à la fin, quand on va se rapporter de Dieu, on aura la réponse et on va pouvoir régler. Alors, je vais demander, en fait, on a parlé, on a dit qu'il faut faire des études de cas sur ça. Vous savez, il y a des personnes qui m'ont approché tout dernièrement, et je ne me suis même pas encore approché à cause du moniteur, mais j'ai déjà dit à ceux à mes collaborateurs, pour le moment, si tu veux viser les gens pour ces leçons, ou bien si
pour le moment. En fait, le professeur m'a dit que tout d'abord que la personne vient enseigner, la personne ne fait que raconter son histoire. C'est que, et parfois on s'éloigne. Donc, toutes les fois qu'il fait des études de cas, des exemples, des témoignages, ça se rapporte à la personne, à elle seule, tout le temps. Et donc, de leur côté, cette personne-là de lui dire, ok, que voilà. Donc, juste là, je ne vais pas faire le travail, mais je vais demander, est-ce que c'est toujours bon, parce qu'on a vu les études de cas, est-ce que c'est normal? Comment est-ce qu'il faut se comporter normalement? Oui. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça et effectivement, c'est frustrant pour les élèves à un moment donné. Parce que l'auteur leur donne l'impression que eux, ils ne connaissent rien, ils n'ont rien vécu et que c'est lui qui est parfait en toutes choses. Parce qu'à chaque sujet, tu ne donnes que ton exemple. Moi, j'ai fait ça. C'est passé. Un autre sujet vient, moi, sans leur demander aussi, partagez votre expérience avec nous. Quand tu fais ça, tu leur donnes l'impression que eux, ils ne sont pas aussi proches de Dieu que toi. Donc, c'est comme si tu es venu, bon, comme en donnant des leçons, voilà, maître spirituel, tu es plus spirituel que tous. Donc, excusez-moi simplement, soyez mes éducateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Les élèves vont, moi, dans cette classe-là, j'ai vécu ça, et qu'est-ce que je fais? Je vous assure, je ne dis rien jusqu'à la fin. Parce que je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire maintenant? Le monsieur a déjà tout dit. Ah oui. Donc, il faut vraiment faire attention. Ce n'est pas mauvais de donner sur les exemples. Non. Il faut aussi le faire même. Ça édifie aussi. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Ça n'aide pas les élèves. Merci. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter ou bien c'est bon? Je pense que c'est bon. Hein? Moi, je n'ai rien à ajouter. Qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça? Est-ce que tu m'appelles de quoi? De ce moniteur? Oui. C'est vrai que ça s'appelle. Oui, qu'est-ce que je dois dire? Ok. Bon, c'est simple. Hein? En tant que responsable de l'école du dimanche, c'est votre rôle d'appeler, quel que soit l'âge de la personne. Appeler pour dire, ah voilà, il y a un constat qui est fait. Ce constat-là, c'est quelque chose. Ah, moi-même, j'ai participé, j'ai vu aussi. Il y a que tu as vécu ça. On t'a rapporté, tu es allé vivre ça aussi. Donc, prochainement, voilà, ne faites pas que de vous. Que les autres interviennent, partagent leurs expériences. Vous pouvez donner une expérience que vous avez faite et les autres partagent pour que ça soit participatif. Parce qu'il y a peut-être des expériences plus intéressantes que la vôtre. Alors que si vous donnez l'occasion, les gens allaient partager ça simplement. Vous voyez, sans frustration, il va comprendre. Peut-être qu'il fait pas, il ne sait pas. Il le fait, bon, juste pour lui, c'est pour aider davantage. Alors que ce n'est pas trop conseillé que ça soit toujours retourné vers soi. Voilà. Merci, ça peut aller. Dieu nous bénisse. Nous allons passer à la présentation de la leçon. D'accord? Donc, nous allons... 30 minutes de présentation. D'accord? Ou 30 minutes de présentation. On fait tout ça comme si nous sommes... Ce n'est pas les moniteurs ici. C'est l'auditoire, c'est tu es devant dans une classe. Alors, quand on est devant les moniteurs, nous savons comment on présente pour aller pour favoriser le débat après. Ah oui, c'est bon.